Bonjour et bienvenue à l'émission Le Bon Côté du Micro. Richard Sainte-Marie avec vous pour la prochaine heure. Je suis à Trois-Rivières dans l'atelier de Guy Langevin que je reçois aujourd'hui avec grand plaisir. Bonjour Guy. Salut. Un artiste plus reconnu en Europe qu'ici. Un artiste qui est multidisciplinaire, peinture, photographie, gravure, qui est vice-président de la Biennale d'estampes de Trois-Rivières. Si j'ai bien compris, tu es quelqu'un qui vient du Saguenay, mais qui est maintenant établi à Trois-Rivières depuis tes études. Oui, je suis né à Chicoutimi, puis j'ai fait mon cégep à Chicoutimi, et à ce moment-là, il n'y avait pas l'option art plastique à l'Université de Chicoutimi, il n'y avait que l'enseignement. Ah ouais? Et l'enseignement n'a jamais été pour moi Non, tu n'as jamais enseigné? J'ai jamais enseigné. Ça m'a jamais intéressé non plus. Donc, je suis venu à Trois-Rivières parce qu'il y avait l'option art plastique, et j'y suis resté. Donc, ça fait 31 ans maintenant que je suis à Trois-Rivières. Bien installé à Trois-Rivières, bien intégré, je devrais dire, à Trois-Rivières. Tu es membre de Presse Papier, qui est un des ateliers de gravure intéressants au Québec. La ville de Trois-Rivières est très active culturellement. Il y a Presse Papier, il y a la poésie, il y a Silex, les ateliers de sculpteurs. J'ai eu la chance, je pense, d'arriver dans un bon temps avec un beau groupe de personnes. Trois-Rivières, il y a 30 ans, c'était un peu désertique. Oui, c'était autre chose. C'était complètement autre chose. Mais je suis arrivé ici, on a monté l'atelier Presse-Papier. En même temps, il se faisait le Festival de la poésie, ou à peu près en même temps. Ouais. Et les artistes ont commencé à rester dans la région. On a, je pense, pas que moi, mais avec d'autres, on a participé à cette renaissance culturelle de Trois-Rivières, sans vouloir être prétentieux là-dedans. Là. C'est non, pas mais moi c'est qui l'ai fait. Oui, mais, absolument. Oui. mais la dynamique a fait que on en faisait partie. Et c'est très intéressant d'être un artiste en région, justement, parce qu'on a ce pouvoir-là, ce pouvoir de changer des choses. Ici, à Trois-Rivières, bon, c'est la capitale, on disait la capitale du papier, dans le temps que le papier, la fabrication du papier était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Capitale mondiale de la poésie, c'est le siège social d'une des plus belles revues, le Sabord, une des plus belles revues au Québec. Lise Bissonnette disait c'est la revue la plus allumée au Québec. Donc, une activité culturelle ici très, très, très forte. Hein? Oui, disons que les artistes se sont pris en main, et certains autres aussi, parce que Gaston Bellemare, qui est le directeur du Festival de la poésie, n'est pas, lui, un artiste, c'est un ancien professeur, mais qui a une forte relation avec les artistes. Il y a beaucoup de poètes qui habitent le coin, justement parce qu'il y a le festival. Et il y a cette dynamique-là entre les artistes est assez bonne. C'est-à-dire que plutôt que de jouer de la concurrence, de se faire de la concurrence, on a plutôt mis les bases de collaboration. Les estampillés font souvent appel aux écrivains et vice-versa. Donc, c'est aux poètes, surtout pour les livres d'artistes, par exemple. Donc, une collaboration ici presque naturelle entre les graveurs, les estampillés et les poètes. Ici, c'est tout à fait naturel. D'abord parce qu'on a monté nos organismes en même temps. Oui, c'est vrai. C'est des gens qui ont à peu près la même âge. Il y a une relève qui se prépare aussi, autant chez les poètes que chez les graveurs, les estampillés. Donc, il y a vraiment des relations qui sont étroites. Preuve en est que, entre autres, il y a 2 ans ou une année et demie, la Bibliothèque nationale du Québec a monté une exposition expressément sur le livre d'artistes qui a été créé à Presse-Papier. Ah oui. Donc, il y en avait assez pour faire une exposition à Montréal, pas ici. Donc, il y avait assez de matériel intéressant, surtout qu'on a fait ça en collaboration avec les Écrits des Forges, la maison d'édition de poésie, et les fondateurs du festival, pour faire en sorte qu'on fasse quelque chose d'intéressant, de mettre en avant les livres et l'écriture, évidemment. La biennale, pour toi, c'est un travail, une année à plein temps, une année à demi-temps, donc c'est biennale. Parle-moi un peu de ça, de l'évolution de ça et de ton travail là-dedans. En fait, la biennale, il y a quelques années, moi, j'ai décidé de ne plus m'occuper de presse-papier comme tel. Je pensais, et je pense avoir eu raison de le faire,
de laisser l'organisation de tout ça à d'autres, à une relève, qui le prennent en main, qu'ils en fassent l'atelier qu'ils veulent. Il faut préciser pour les auditeurs que Presse-Papier, c'est un atelier de graveur, Oui. un atelier communautaire avec une petite galerie en avant. Ouais. C'est ça, Situé sur la rue Saint-Antoine. Rue Saint-Antoine, à Trois-Rivières. En plein centre-ville. Bon, je laisse l'administration de Presse-Papier et je m'occupe de mes petites choses à moi, mais malheureusement, on a des cerveaux qui ont des idées. Ces idées-là nous engagent pour quelques années. Donc, on s'est retrouvés à trois à se dire ça serait quand même intéressant de monter une biennale. On le fait, ne sachant absolument pas à ce moment-là combien c'était de travail. C'était dans les années... Ça, c'était à fin des années 90. La première biennale a eu lieu en 99. Oh, bon, ouais. Donc, c'est vers 96-97, le temps de monter. La première a pris plus que 2 ans organisée. Après, c'est plus régulier. Et quand tu dis on, c'était... On était 3, c'est-à-dire il y avait Joanne Lenville, qui est ma compagne d'atelier ici, et Louise Desaulniers, qui est une historienne de l'art, et moi. Donc, on se lance, et on l'a réalisé. Mais ce qu'on ne savait pas non plus, c'est combien c'était enrichissant. Et donc, après la première, on s'est dit, ça n'a pas d'allure de continuer. Mais au bout de quelques mois, on se dit, il faut recommencer. On a recommencé. Puis on s'est rendu, cette année, c'était la 4e. Il y a Louise Desaulniers qui nous a laissés parce que elle a eu un travail à plein temps dans un musée, donc elle ne pouvait pas continuer le travail avec nous. Mais on a continué le travail jusqu'à présent. Donc, on vient de finir la présentation de la 4e édition. Est-ce que c'était international dès le début? Dès le début. Avec forte représentation étrangère? Oui, tout à fait, parce que moi, je ne voyais aucun intérêt à faire quelque chose qui ne soit pas international. On a besoin de stimuli et de voir ce qui se fait ailleurs. Ce qui se fait au Québec, au Canada, ou dans notre environnement à peu près immédiat, on le connaît. Ben ouais. Et le public le connaît aussi. Donc, ce qu'on avait besoin de voir, c'était ce qui se fait ailleurs. Ce qu'on a besoin de faire aussi, c'est comparer ce qui se fait ici avec ce qui se fait ailleurs. Pas dans le sens de juger de la valeur de l'un ou de l'autre, juste de voir qu'est-ce qui se fait, où on se situe. Le partage aussi avec des talents et des innovations et des manières de faire. Dans la gravure, il y a beaucoup de temps qui est pris pour le travail. C'est un travail de bénédictin, si on peut dire, un travail de moine. Donc, il y a des trucs qui s'échangent au point de vue technique, mais au point de vue aussi, on peut dire, idéologique. La gravure sud-américaine est beaucoup plus politique que la nôtre. C'est ça, et celle d'Espagne, c'est autre chose. Je pense qu'au-delà, le partage des expériences techniques, oui, il y en a un certain, puisqu'il y a des artistes qui viennent, qui travaillent à Presse-Papier, oui. ça, ouais. Mais au-delà de ça, c'est beaucoup plus l'expérience humaine qui est intéressante. De rencontrer ces artistes-là, d'aller les rencontrer chez eux par après parce qu'on voyage, et de faire en sorte de partager justement c'est quoi l'idéologie de la gravure, de l'estampe, de l'image finalement, qui passe par une technique ou des techniques particulières, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des images on perçoit des tendances à partir, comme tu disais, de l'Amérique du Sud, qui font des images plus sociales, de l'Asie, qui sont toujours très esthétiques, ou à peu près toujours, puisqu'il y a toujours des exceptions. Il y a de l'Europe, qui est très éclectique. On perçoit ce qui vient du Nord, on perçoit ce qui vient de l'Europe du Sud. Ça, c'est toujours très intéressant. Et de voir les Américains à travers tout ça, la gravure américaine, qui est une œuvre tout à fait riche. Là. Importante, oui. Ça, c'est une des choses qu'on a eues cette année, parce que les Américains, étant ce qu'ils sont, ils attendent de voir les premières éditions de la Biennale. Il y avait très peu d'inscriptions d'Américains sur leur défense. Ouais, ils attendent prudence. Cette année, beaucoup d'Américains. Beaucoup, de plus en plus d'Américains. Et la comparaison, si tu compares les différentes tendances dans le monde, la gravure québécoise, canadienne, qu'est-ce qui ressort de cette confrontation-là? Comment tu la décrirais? D'abord, il ne faut pas dire... Il y a plusieurs. Gravures. Ouais. Il y a la gravure je dirais, québécoise, qui est beaucoup plus
proche de la gravure européenne. Pas juste en termes de technique, là. C'est vraiment en termes de développement de l'image. Et la gravure de l'ouest du Canada, de Edmonton, il y a un très fort pôle de production de gravure à Calgary et Edmonton. Ouais. Et ceux-là sont plus proches de la gravure américaine. Mais pas dans le mauvais sens du terme. Là. Ils sont vraiment plus proches des préoccupations des Américains. On perçoit tout de suite ça. Évidemment, il y a toujours des nuances à faire. Quand on dit des généralités comme ça, il y a toujours des nuances. Là. Et toi, en tant qu'artiste, donc, travailler pour une biennale, c'est un travail de bureau, c'est un travail d'organisation, c'est un travail de relations publiques, relations humaines, relations internationales. En tant qu'artiste, ça t'apporte personnellement, là, est-ce que ça change quelque chose dans ta production ou dans ta façon de voir ton propre travail dont on va parler bientôt? Je ne sais pas si ça change quelque chose dans l'image elle-même. Je pense pas que ça change grand-chose parce que je suis un artiste qui travaille la même idée depuis fort longtemps. Par contre, je pense que ce que ça fait, ça m'ouvre l'esprit. Ça m'ouvre l'esprit sur plus de diversité. Moi qui travaillais plus dans un seul créneau, dans une seule technique, voire dans une seule technique ou deux. Aujourd'hui, ça m'intéresse de voir dans la même production, ma production, mais avec de nouveaux développements techniques. Et ça, c'est peut-être ça qui m'apporte ça. On va voir ça après cette pause musicale. Allez. Guy Langevin, tu as écrit « L'homme est conscient de sa mort ». C'est cette compréhension qui, encore plus que l'intelligence, qui est la caractéristique qui le distingue de ce qui est convenu d'appeler l'animal. Donc, la conscience de la mort, c'est un des moteurs de la production d'un artiste. En tout cas, c'est le moteur de ma production. La mort m'exaspère. Je suis contre. Elle est inévitable. Elle est inévitable, mais je suis contre. Ton travail de création, c'est un travail pour retarder ou d'empêcher ou... C'est un travail probablement sur prolonger la vie. J'ai la malchance d'être non-croyant, ce qui est une malchance, puisque je ne crois pas à la vie éternelle. Je pense qu'en mourant, on meurt. Donc, il faut laisser une trace. Pour moi, produire, c'est un peu ça. C'est un peu laisser une trace. J'ai pas eu d'enfants. Je ne pourrais pas avoir de traces biologiques. Mes enfants sont en papier. Ouais. Et tu as une production multiforme. Es-tu d'abord un peintre avant d'être un photographe, avant d'être un graveur? Est-ce que ça, c'est des questions qui ne t'intéressent pas, ce genre de catégorisation-là? Plus ou moins. Mais je sais qu'à la base, ce que j'aime, c'est le dessin. Je suis d'abord un dessinateur. Il faut mettre une priorité, je suis un dessinateur. Après, je fabrique des images. Je les fabrique à partir d'une idée, selon la technique que je pense qui va lui donner le plus de vie, de plus de corps. Et c'est drôle parce que tu parles de la mort, qui était un des moteurs, et tu travailles sur l'être vivant, le modèle nu. En préparant l'émission, je réfléchissais à cette prépondérance dans ton travail du nu, et sur toutes ces formes dessinées, gravées, photographiées, déformées, noir et blanc, coloré. Qu'est-ce qu'il y a dans le corps féminin, surtout dans ton travail à toi? Le corps, c'est nous. Qu'il soit féminin ou masculin, Ouais. ça n'a que peu d'importance, puisque dans bien des images, il est difficilement identifiable. Le corps, c'est nous. Le corps, c'est l'humain. Le corps, c'est pas seulement notre image, c'est le reflet de notre pensée. Je ne veux pas dire que quelqu'un qui a un beau corps a une belle pensée. C'est absolument pas le propos que je défends. Mais je pense que la représentation du corps humain est une chose qui ne touche pas le temps. Tu disais tantôt, c'est quelque chose de vivant, et pourtant c'est la mort qui est mon leitmotiv. Il y a une chose dans mon travail je pense, qui est constante, c'est l'ambivalence. Les deux côtés d'une médaille. L'abstraction, la réalité. Souvent dans le même tableau, oui. Souvent dans le même tableau. Ouais. La gestuelle et le travail précis, toujours dans le même tableau. La vie, la mort, la noirceur et la lumière.
Beaucoup de fonds noirs, beaucoup de photographies très précises, très, je dirais pas documentaires, mais en tout cas très premier degré. Et hop, le tableau se transforme et ça se met à dégouliner. Donc, ce qu'on pensait être un dessin, une photo, ça devient de la peinture. Et on reconnaît le geste du peintre. Du peintre, de la peinture, le liquide, le côté liquide, le côté matériaux. Donc, ce qu'on voit, c'est ceci, comme disait l'autre, ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas... ce que vous voyez, c'est pas un corps, c'est autre chose. C'est autre chose. Ceci n'est pas une vache, c'est de la peinture. C'est la réponse classique. Votre vache, c'est pas belle, c'est pas une vache, c'est de la peinture. Oui. Brassens disait, il y a la mort, il y a l'amour, puis à peu près juste ça. Hein? Il y a l'amour, je rajouterais, j'aime la beauté. Je fais des images avec des femmes dessus. C'est quand même un peu révélateur. Je dois l'admettre, en quelque part, c'est quand même révélateur. Je peux bien me cacher en disant, bon, le corps qui est là, c'est un corps, c'est le corps de l'humain. Je fais quand même des femmes. Ouais. Faut pas bouder son plaisir. Non, faut pas bouder son plaisir. Et tu parles de beauté, c'est intéressant parce que moi, j'ai enseigné pendant 30 ans à l'université et le mot beau et beauté, c'est des mots qu'on disait pas souvent. Tabou. Hein, c'était tabou. Et moi, je luttais contre ça. Et comme on dit en justice, il faut qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait apparence de justice. Pourquoi, souvent, dans l'art contemporain, il y a beauté, mais il n'y a pas apparence de beauté? Il me semble que ça devrait nous sauter dans la figure. Moi, je pense que l'esthétique est importante. Dans le travail de l'artiste, l'esthétique est importante. Le choix esthétique, c'est une question très personnelle. Moi, je choisis sciemment de proposer une esthétique, entre guillemets, esthétisante. Ouais. Je fais quelque chose qui est, bon, je pense bien fait, je pense attirant et intéressant pour le public. Et voilà, tu as conscience de l'existence d'un public. C'est pas une chose qui est partagée par tous les artistes visuels. Le public, quand on fait l'œuvre, quand on pense à l'œuvre... Ici, dans ton atelier. Ici, dans l'atelier, il n'est pas là. On ne pense pas à ça. Mais il faut y penser parce qu'on fait des présentations publiques. On fait une présentation publique, ça veut dire présenter au public. Et si le public trouve ça poche, c'est peut-être parce qu'on y a mal pensé. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a présenté n'était pas intelligent, mais on l'a peut-être mal présenté. Et moi, je trouve très important la présentation au public. Il faut que le public se sente intéressé, valorisé, qu'il se sente impliqué dans la démarche que je lui propose. Pour moi, c'est primordial. Et c'est donner la peine d'aller te voir, il faut qu'il soit récompensé. Oui. Il faut qu'il reste là pour lui-même. Pas pour me dire, après, je suis allé voir ton exposition, puis il n'y a plus rien à dire. Il faut qu'il reste là pour lui-même et trouver pour lui ce qui l'attire là-dedans. Sans être complaisant. Ça, non, jamais. C'est aussi une des difficultés du travail d'un artiste quand il présente son travail, parce que le travail en atelier est très différent, le travail de conception, c'est très différent, mais quand on présente notre travail au public, je pense qu'il faut quand même le faire de façon respectueuse pour les gens qui viennent. En lisant ton CV, d'ailleurs qu'on peut trouver, je dis ça pour les auditeurs, si vous allez au nouveau site de l'émission à radiomémoire.ca, il y a un lien Internet là, pour le site de Guy Langevin, où vous allez trouver des images. Si vous êtes en train d'écouter l'émission, tapez radiomémoire.ca. Et donc, des images de son CV, tout ça. Il me semble, à première vue, qu'il y a des expositions au Québec, c'est vrai, mais les plus importantes sont ailleurs. Est-ce que je me trompe? Alors, je ne dirais pas les plus importantes. Non? Généralement, les expos les plus complètes, les plus grosses, les plus grosses en termes d'implication physique, ont été faites au Québec. Par contre, les participations très importantes qui jalonnent le parcours, là, souvent sont en Europe. Depuis le début des années 90, je vais relativement souvent en Europe. En Allemagne, entre autres. La dernière expo solo, non, elle n'était pas en Allemagne, elle était à Paris, mais ça fait bien de dire ça, mais c'est quand même ça. Cela est. Bon, j'ai exposé en solo, si on parle juste des expositions solo, en Belgique, en France plusieurs fois, 4 fois à Paris, entre autres.
au Portugal, en Espagne, en Allemagne. Comment c'est arrivé le début de cette carrière internationale? Par la participation à des biennales comme celle qu'on a montées. Parce que la gravure facilite l'échange, c'est des papiers, ça s'échange facilement. Et puis, on sait très bien que ce n'est qu'un papier. Restons raisonnables. Une gravure, on peut le faire partir, et même s'il revient abîmé, on n'a pas perdu toute l'œuvre. On a perdu un 15e de l'œuvre si c'est un tirage de 15. Donc, c'est pas si important que ça. On peut se permettre ça. Et en plus, ça voyage très bien. Donc, j'ai commencé au milieu des années 80 à proposer mon travail dans des biennales internationales. Par après, il y a eu des invitations, justement parce que des gens avaient vu mon travail sur une biennale, dans un catalogue. J'ai eu des invitations à exposer là-bas, et des invitations aussi à donner des masterclass. J'ai répondu à ces invitations-là, et de fil en aiguille, on fait des connaissances. Dans un masterclass, il y a quelqu'un qui vient et qui dirige un centre d'exposition et qui nous invite, et puis la roue se met à tourner. 15 ans après, on peut dire que ça commence à bien fonctionner. En fait, si on parle du commerce de l'art, ça fonctionne beaucoup mieux pour moi là-bas qu'ici. Toi, il faut dire, tu ne vis que de ça. Le plus gros de tes revenus vient d'Europe. Oui. J'aimerais qu'on revienne sur la création. C'est quoi le besoin d'un artiste? Est-ce que c'est de chercher sa propre identité? Est-ce que c'est se trouver lui-même? Est-ce que c'est partager avec les autres? Est-ce que quand tu fais une image, tu montres ce que tu vois de la réalité, ou tu essaies de nous montrer le monde dans lequel on vit nous-mêmes? Je fais pas une image qui est très sociale. Je fais une image qui est sociale, oui, mais qui est très intime. Ouais. Donc, j'essaie de montrer pas des idées comme des états d'âme. Si je remonte assez loin, c'est-à-dire quand j'ai commencé à penser peut-être devenir un artiste, évidemment, adolescent. On en a des états d'âme adolescents. Je suis resté adolescent. Et j'ai toujours des états d'âme, et c'est ça que j'essaie de partager. On commence à faire ça, adolescent toujours, un peu dans le but, c'est normal, de se distinguer. Je suis pas grand. Adolescent, disons que j'étais encore moins beau qu'aujourd'hui. J'étais maigrichon, il y avait rien, pas grand-chose pour moi. On veut se distinguer. C'est une façon tout à fait normale. Mais on s'y prend aussi, on se prend à notre propre piège. On s'intéresse pas à nous. On découvre des intérêts dans ce qu'on fait, qui est très anodin quand on est adolescent, évidemment. Ça n'a que peu de signification, sauf si on est psychanalyste, mais là, enfin, c'est pas le cas. Après, dès qu'on a la main dans cet engrenage-là, eh bien, on est pris dedans. À un moment donné, l'idée principale de se distinguer ou de se faire voir, c'est devenu pour moi quelque chose qui faisait partie vraiment de mon mode d'expression, de ma manière de dire les choses. Il faut dire que moi, je viens d'une famille où on ne parle pas. Pour dire des choses, on pouvait parler. On n'avait pas les mots. Toujours à l'adolescence, j'ai trouvé ce moyen-là pour parler, pour dire des choses qui étaient fort mêlées à l'adolescence, mais c'est le moyen que j'ai, moi, choisi pour dire ce que j'étais. C'est drôle ce que tu disais sur quand tu étais jeune, tu souffrais d'être petit. Moi, je souffrais d'être gros. On aurait dû se connaître à cette époque-là. On aurait fait une moyenne. Mais donc, en voyant ton travail, tu ne veux pas m'enseigner quelque chose, tu ne veux pas me dire quelque chose, tu veux me mettre dans une situation où je vais revivre. Apporter votre sens. Je vais apporter mon propre sens à ton tableau. Apporter votre vin. C'est en fait un peu ça. Dans le sens où, moi, l'image n'est pas un dictat. L'image ne veut pas dire « pensez ça ». L'image, tout ce qu'elle a la prétention de faire, parce qu'on ne sait pas si on y arrive vraiment, elle veut ramener le spectateur à lui-même. Essayer de se retrouver, avoir une correspondance, pas avec l'anecdote, parce que je ne fais pas des images qui soient anecdotiques, justement,
Non. Je fais des images qui sont des évocations d'état plus qu'autre chose. C'est toute la difficulté de la chose, de faire ça avec une image qui soit réaliste. Donc, ça fait partie de la dichotomie de tantôt, le noir, le blanc, faire en sorte que le spectateur s'identifie au seul personnage qui est disponible, celui qui est dans l'œuvre, et vive, lui, quelque chose pour lui. Pas pour les autres, juste pour lui. Une appropriation vraiment pour le spectateur, une prise de possession. Comme disait Victor Hugo, et c'est drôle parce que j'ai interviewé récemment André Martin qui disait justement, comme Victor Hugo, quand je dis « je », ça veut dire « nous Oui. ». C'est le partage. Quand on lit un poème et qu'il est au « je », on le prend pour soi. Voilà. Et la poésie, moi, j'aime beaucoup parcourir la poésie parce que c'est le même type d'identification qu'on fait devant un tableau. Toi, tu utilises différentes techniques. Je ne veux pas parler de technique pour la technique, mais il faut dire que quand on dit quelque chose d'une façon et on pense dire la même chose d'une autre façon, on s'aperçoit généralement qu'on ne dit pas la même chose. Une œuvre photographiée, un nu photographié, une femme dessinée, gravée, il y a autre chose qui se passe. Toi, tu fais les trois. Oui. En fait, quand je commence une série, une série de façon très abstraite. C'est une idée. La série que je travaille actuellement, c'est sur la mémoire, le souvenir. Ça va toujours toujours un peu avec la mort. Donc, l'évanescence du souvenir. À ce moment-là, je ne sais pas ce qui va arriver. Je prends des photos, parce que je travaille d'après photos. Et de ces photos-là, je peux passer des mois à les regarder, à les décortiquer, à voir ce qui peut me servir, ce qui ne peut pas me servir, ce qui traduit peut-être quelque chose, et voir à travers ces éléments-là ce qui peut se traduire et comment le traduire. Il y a des images, c'est pas des bonnes photos, mais il y a quelque chose dedans qui va me servir à faire une gravure, une manière noire. Il y a des images qui sont parfaites pour les imprimer en photo, mais qui sont trop photographiques justement pour faire autre chose. Donc, c'est deux langages différents. Il y a un esprit, à partir d'une technique, il y a un esprit qui se développe. À ce moment-là, ces photos-là demeurent des photos. Ou n'existent pas, ou de n'importe quelle façon. façon. Ou ils ne sortent pas. Ah, oui, intéressant, oui. Guy Langevin, tu ne penses pas qu'en tant que peintre, tu es en compétition comme jamais? C'est-à-dire que jusqu'à il y a 100 ans à peu près, la production d'images c'était réservé aux producteurs d'images, à ceux qui font les images. Maintenant, avec l'invention de la photo, de la vidéo, du cinéma, et de la photo numérique, les scanners et les ordinateurs de maison, et des imprimantes haute performance qu'on peut avoir pour 150 $ aujourd'hui, tu es en compétition avec des millions de personnes maintenant qui font des images, qui prennent plaisir et qui deviennent un peu des compétiteurs. Oui et non. C'est vrai que tout le monde peut créer une image. Non aussi parce que on a été libérés, les artistes, il y a à peu près 150 ans, de l'obligation de faire du reportage. On n'est plus obligé de faire du reportage. On n'est plus ça obligé... a libéré la peinture. Ça a libéré la peinture et ça a libéré... La photo a libéré la peinture. La gravure a été libérée grandement depuis que l'offset s'est chargé de prendre la technique, techniquement, les journaux. Puis ça a libéré toutes les autres techniques pour produire des images, toujours, mais qui traduisent quelque chose. L'image que moi, je propose n'est pas l'image que, entre guillemets, tout le monde peut faire. Je ne le dis pas avec prétention, je le dis parce que l'image que je propose est une image qui est étudiée à partir d'une idée, développée à partir d'une idée, et qui s'adresse, qui communique, entre guillemets, aussi, avec le plus de personnes possible. Ça demeure toujours quand même un public restreint, mais avec quand même plus que ma famille proche. Aujourd'hui, ce qui est possible de faire avec la photo, avec tout ce que les gens techniquement peuvent avoir, c'est se parler entre proches, faire des photos, faire des reportages, aller en voyage, rapporter des images de ça. Ça ne s'adresse pas
ni à la multitude, et ça n'a pas de prétention qui soit autre que ça. Ça ne s'adresse pas au on ou au nous. Ça reste au je. Ça reste une image qui ne va pas plus loin que l'image. Le rôle de l'artiste, aujourd'hui, c'est de fabriquer des images qui vont plus loin que l'image, qui apportent autre chose. C'est peut-être aussi pour ça, surtout d'ailleurs pour ça, que la peinture plus classique de paysage ne tient plus le haut du pavé dans la production artistique, parce que les gens n'ont plus besoin de ça. Ils veulent un paysage, on va dehors, on prend son appareil photo, on photographie, on a le paysage. Si le paysage ne dit pas autre chose, s'il ne va pas plus loin que le paysage, bien, il n'est pas allé plus loin que la photo. Le questionnement et la difficulté de produire une image aujourd'hui, c'est d'aller plus loin que la technique finalement, quelle que soit la technique. La discipline dans un travail d'artiste, c'est important pour toi? Oui, la discipline de travail. De travail. Ma mère était quelqu'un de très disciplinaire. Adolescent, ça m'a toujours fait chier, mais je dois bien m'apercevoir aujourd'hui... C'est l'obéissance tardive, ça s'appelle. Oui, ça peut s'appeler comme ça. Et je suis toujours aussi réfractaire, d'ailleurs, à l'obéissance pure et simple. Mais je dois dire que la discipline que ma mère, surtout, m'a inculquée, ça m'a servi à accepter de prendre et de suivre les décisions qu'on prend. Être un artiste, c'est prendre des décisions. C'est prendre des décisions. Essentiellement, c'est prendre des décisions. Évidemment, c'est avoir une idée. Un artiste sans idée, c'est un peu plate. Mais c'est décider dans quel sens on la suit, on l'exploite. On peut se tromper. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de jeter le travail d'une année. D'une année? D'une année complète. Parce que j'étais carrément dans la mauvaise direction. C'est facile à dire comme ça, mais ça n'a pas été si facile à faire. Ouais. En science, on voit ça, un homme de science qui se lève le matin, c'est Konrad Lorenz qui raconte ça. On se lève le matin et on dit « Mon hypothèse de travail sur laquelle je travaille depuis 10 ans, elle n'est pas bonne. Il ne faut pas que j'y tienne, il faut que je la jette. » Ça t'est arrivé, toi? Ça m'est arrivé. C'est le développement plus que l'hypothèse. L'idée de départ était encore correcte, mais le chemin que j'avais pris pour était absolument... Parce que si tu prends une décision, ça veut dire que tu exclus les autres choix que tu aurais pu faire. Et il ne t'arrive pas des fois de te dire « Mon Dieu, tel choix, je vais essayer d'y revenir et de reprendre un autre chemin pour arriver ailleurs. » Rarement. Rarement, je peux mener des images de front dans plusieurs techniques, mais rarement je reviendrai sur la décision que j'ai prise sur une série. Il va plutôt y avoir coupure et reprise d'autres choses, mais non, sauf une fois où, au bout d'une année de travail, c'était impossible de continuer et ça ne me satisfaisait pas. C'était pas le travail que je voulais présenter. C'était pas le travail que je voulais qu'on voit. Donc, et s'il faut passer par l'enfer pour aller au ciel, bien, bienvenue à l'enfer. Cette année-là, ça a été pas si mal. En terminant, parce que l'émission achève, où est-ce qu'on peut voir ton travail d'artiste ici au Québec? Au Québec, il faut attendre que je fasse une expo en quelque part ou venir à mon atelier, ce qui est possible, parce que je ne fais plus affaire avec une galerie. Depuis quelques années, j'ai arrêté la collaboration avec des galeries parce que j'étais insatisfait de ce qui se passait. À part ça, en venant à l'atelier ou à Presse-Papier, c'est très facile. Oui, bien sûr, à Presse-Papier. Et on peut voir aussi sur Internet. Sur Internet, j'ai mon site web qui est malheureusement pas à date aujourd'hui, mais qui devrait se réparer dans les mois qui viennent. Bien, merci beaucoup de m'avoir accordé ces quelques minutes dans ton atelier. Merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que les gens auront un aperçu avec ton interview sur comment ça fonctionne dans la tête d'un créateur. On peut dire que ça fonctionne à peu près comme dans la tête de tout le monde. Merci encore. Merci. Vous écoutiez Le Bon Côté du Micro, Richard Sainte-Marie aux entrevues et à la réalisation, René Taillefer, conseiller au choix musical. Je vous remercie d'être à l'écoute. À la prochaine.